Après avoir décrit le mouvement, avoir découvert les outils de description de ce mouvement, après avoir étudié le mouvement dans un champ uniforme, que ce soit un champ de pesanteur ou un champ électrique uniforme, nous allons maintenant parler du mouvement dans le champ de gravitation. C'est le chapitre 3 de notre thème. Le mouvement des satellites et des planètes a toujours été étudié. Copernic a déjà montré en 1543 que la Terre et les autres planètes du système solaire vont tourner autour du Soleil. C'est Kepler, beaucoup plus tard, en 1609, qui formule 3 lois sur le mouvement des planètes autour du Soleil. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la redécouverte de la Lune avec les projets d'atterrisseurs lunaires que sont Blue Origin, SpaceX, qui ont été retenus par la NASA. Donc nous, on va utiliser dans cette leçon, on va voir comment on peut utiliser les lois de Kepler pour retrouver la période de révolution de la Lune autour de la Terre, mais aussi trouver l'altitude d'un satellite géostationnaire, c'est-à-dire un satellite qui reste toujours à la verticale du même point sur Terre. C'est par exemple les satellites de télécommunication qui vous permettent de vous localiser à l'aide du GPS. La première chose à faire quand on veut étudier donc le mouvement, ça va être de définir, nous l'avons déjà dit, le référentiel d'étude. Donc on cherche toujours le référentiel qui permet d'avoir la trajectoire la plus simple pour le système. Donc là, selon ce qu'on va étudier, on va utiliser deux référentiel. Soit on veut étudier le mouvement de planètes autour du Soleil, et à ce moment-là, on va utiliser le référentiel héliocentrique. Soit on souhaite étudier le mouvement de satellites terrestres, que ce soit artificiel ou naturel, et à ce moment-là, on choisira le référentiel géocentrique. Dans tous les cas, ces deux référentiels seront considérés comme galiléens pendant le temps de l'étude. Les mouvements que nous allons étudier sont des mouvements périodiques, ça veut dire qu'ils se reproduisent à intervalles de temps réguliers de manière identique. Donc forcément, la grandeur que l'on va définir, ça va être la période de révolution, qui se note T, c'est un temps, c'est le temps mis par le satellite ou l'astre pour effectuer un tour complet autour de l'astre attracteur. Nous avons vu l'année dernière qu'à chaque fois qu'on a des objets qui possèdent une masse, eh bien ils vont interagir entre eux, c'est ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. Donc par exemple, ici nous avons un objet, M, qui a un centre O, qui va interagir avec l'objet qui se trouve en P, qui a une masse petit m. Donc on va dire que l'objet O exerce une force gravitationnelle sur l'objet placé en P. Cette force gravitationnelle, qu'on note F, va être liée à la masse de l'objet O, à la masse de l'objet qui est en P et à la distance entre les deux qui est notée ici petit r. Cette force s'appelle grand F. Inversement, on aurait pu également tracer la force exercée par P sur O. On aurait alors exactement la même force, même direction, même valeur, mais cette fois-ci de sens opposé. C'est pour ça qu'on parle d'interaction gravitationnelle. Alors nous, on va s'intéresser non pas à l'interaction, mais uniquement à la force grand F. C'est-à-dire que le système étudié, ça va être le point matériel P de masse petit m. Ici, ça, c'est ce qu'on va appeler donc l'astre attracteur. C'est pour ça qu'on l'a représenté plus gros et plus grand. Donc cet astre attracteur va exercer sur l'objet placé en P une force grand F qui est attractive. Vous voyez, elle est orientée vers l'objet grand O. Donc on peut nommer et écrire l'expression vectorielle de cette force. Donc cette force, vous voyez qu'elle est de sens opposé par rapport au vecteur U qui est noté ici. Donc ça signifie qu'au niveau de la force, déjà on peut mettre moins U, puisqu'elle va être orientée à l'opposé du vecteur unitaire U. Ensuite, cette force va avoir une valeur que l'on peut calculer en utilisant la relation que nous avons déjà rencontrée l'année dernière, c'est-à-dire grand G, la constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de P,
multiplié par la masse de O, divisé par la distance entre les deux au carré, c'est-à-dire ce qu'on note R, le tout étant au carré. Donc grand G, c'est la constante de gravitation universelle, U, c'est un vecteur unitaire qui va nous donner le sens et la direction de la force, donc force exercée par O sur P. Donc on n'étudie que celle-là parce que notre système, ça va être le point P. Donc on étudie que les forces qui s'exercent sur P, à savoir la force de gravitation. S'il y a une force de gravitation qui s'exerce, cela veut dire que partout autour de O, eh bien, il existe un champ qu'on va appeler champ gravitationnel. Donc rappelez-vous, le champ, c'est une modification des propriétés de l'espace. On ne le voit pas, un champ. Donc par contre, dès qu'on va mettre un objet dans ce champ, eh bien, il va être attiré par l'objet, par l'objet O, puisque à ce moment-là, une force va s'exercer. Donc là, sur le schéma, on a représenté ce qu'on appelle le champ gravitationnel. Ce champ gravitationnel, on l'a représenté pour différents points. Le point P1, le point P2, le point P3. Vous voyez que contrairement à la leçon précédente, le champ gravitationnel, qu'on note G, à un point bien précis, n'est pas un champ uniforme. On a des valeurs différentes, la longueur de la flèche est différente. On a le sens, il va toujours être vers haut, mais forcément selon la position du point P, eh bien, le sens ne va pas être le même. Et la direction, ça sera toujours celle portée par la droite qui relie le point considéré au centre de l'astre attracteur, mais là aussi la direction, elle va changer selon là où on se place. Donc pour trouver la valeur de cette force, eh bien, on va se servir du fait que la force, donc nous avons écrit l'expression tout à l'heure, on peut dire également que c'est la masse, petit m du système, multipliée par le champ gravitationnel qu'on note G au point P. Donc, si on reprend l'expression qu'on avait écrite précédemment, on avait écrit que cette force, c'était égal à moins grand G, la constante de gravitation universelle, multipliée par petit m, multipliée par grand M, divisé par R au carré, multiplié par U. Et là, si on compare donc les deux parties de l'égalité qui sont ici, on peut faire une identification, c'est-à-dire qu'on voit que le M que j'entoure, eh bien, je le retrouve à ce niveau-là. Ce qui signifie que ce qu'on appelle le champ gravitationnel ici représente tout le terme qui va se trouver à ce niveau-là. On peut donc écrire que l'expression du champ gravitationnel, donc en un point, va se noter. Dans l'expression que l'on vient d'établir, on voit que le champ gravitationnel ne dépend que de R, c'est-à-dire la distance qui sépare le point considéré du centre de l'objet de l'astre attracteur. Donc c'est pour ça que, comme le champ dépend de R, eh bien ce n'est pas un champ uniforme. On voit bien sur le schéma qui se trouve ici que au point P2 qui est le plus éloigné, donc la distance R la plus grande, c'est là où le champ va être le plus petit. Maintenant que nous avons revu ces différents points, intéressons-nous aux lois de Kepler. En astronomie, les lois de Kepler décrivent les propriétés principales du mouvement des planètes autour du Soleil. Donc Kepler les a établies, ces lois, de manière empirique, à l'aide d'observations et de mesures de position des planètes qu'il n'avait pas faites. C'était Tycho Brahe qui les a fait, et de manière très précise à l'époque. Depuis 1543, Copernic avait soutenu que les planètes tournaient autour du Soleil. Mais il s'appuyait sur le fait que le mouvement, il était circulaire uniforme. Parce qu'on n'avait pas des moyens mathématiques et des moyens d'observation qui étaient suffisamment étudiés. Kepler, il publie en premier les deux premières lois en 1609, puis la troisième en 1619. Et en fait, il montre que les orbites ne sont pas circulaires uniformes, mais sont des orbites elliptiques et vont permettre d'expliquer la complexité du mouvement apparent des planètes dans le ciel. Alors par exemple, regardons cette animation ici où on regarde la planète Mercure.
Et effectivement, en regardant la planète Mercure, vous vous apercevez que cette planète Mercure tourne autour du Soleil, mais sa trajectoire n'est pas circulaire. Donc si on regardait le centre de la trajectoire, il se situerait ici. Donc le Soleil n'est pas au centre, le Soleil est à un endroit qu'on appelle le foyer. Donc en fait, là, la trajectoire qui est représentée est ce qu'on appelle une ellipse, c'est-à-dire qu'elle possède deux foyers, et le Soleil est sur un de ces foyers. Cette ellipse est définie par son grand axe que l'on représente en bleu à ce niveau-là et le petit axe qu'on représente ici. Si on regarde donc la distance qui sépare la planète du Soleil au cours du temps et des deux foyers, on voit qu'elle est distante d'une distance R1 avec le Soleil et une distance R2 avec le deuxième foyer. Au total, R1 plus R2 donnera à tout moment 2 fois petit a, où petit a représente la longueur du demi-grand axe. Donc là, nous l'avons regardé pour Mercure. Nous allons maintenant voir pour d'autres planètes du système solaire, qu'est-ce qu'on observe. Donc si je prends maintenant Vénus, donc Vénus, on voit que là, on a quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'une trajectoire circulaire, puisque vous voyez que les foyers sont confondus en fait avec le centre, et donc le Soleil qui est sur un des foyers se trouve également au centre. Maintenant, regardons la Terre. Là, on peut également faire l'approximation d'un mouvement circulaire uniforme. Regardons une planète maintenant un peu plus lointaine comme Jupiter. Là, vous voyez qu'on s'éloigne un peu plus du mouvement circulaire uniforme, mais les foyers et le centre restent quand même très proches. Pour une planète très lointaine, qui n'est d'ailleurs plus une planète, comme Pluton, là par contre, on va avoir donc le centre qui est très différent des foyers. On a une orbite qui est elliptique. Donc le premier, Kepler, a établi ce qu'on appelle la première loi de Kepler, à savoir que dans un référentiel héliocentrique, chaque planète va décrire une ellipse dont le centre du Soleil occupe un des foyers. Cette loi, elle va s'appliquer plus généralement à tout satellite en orbite autour d'un astre attracteur. Cette première loi de Kepler s'appelle également la loi des orbites. Donc petit rappel mathématique sur ce qu'est une ellipse. Une ellipse, vous voyez, c'est cette forme-là. Donc elle va avoir un centre qui est là, deux foyers qui sont fixes. Donc forcément le Soleil va être un de ces foyers. On va avoir le demi-grand axe, c'est la distance qui est là, qui est également celle-là. Et ce qu'on appelle l'excentricité, qui représente le rapport entre la distance entre les deux foyers et la distance A et A'. Donc bien évidemment, une ellipse, c'est le cas général, c'est pour ça que Kepler a établi sa première loi en parlant d'une ellipse, mais dans le cas où l'excentricité est égale à 0, c'est-à-dire que la distance entre les deux foyers est nulle, à ce moment-là, eh bien, on va avoir une ellipse qui va être un cercle. Donc en fait, l'ellipse, c'est le cas particulier d'un cercle, c'est ce qu'on peut noter ici. Donc si on regarde les différents exemples sur les différentes planètes du système solaire à ce niveau-là, on voit que si on regarde l'excentricité ici, eh bien l'excentricité va être toute petite pour Vénus et pour la Terre, c'est ce que nous avons vu sur l'animation, donc ça se rapproche énormément d'un cercle. De même pour Neptune, par contre pour Pluton par exemple, ou pour Mercure, on a une excentricité qui est plus importante, donc une forme qui est plus elliptique. Reprenons l'animation maintenant pour parler de la deuxième loi de Kepler qui s'appelle la loi des airs. Donc cette loi des airs est liée à la vitesse de déplacement d'une planète sur son orbite. Alors reprenons donc l'orbite de Mercure que je mets en rotation. Donc vous voyez que Mercure se trouve à des distances différentes du Soleil selon sa position sur l'orbite. La loi des airs nous dit que le segment qui relie le Soleil à la planète balaye des aires égales pendant des durées égales.
Donc, regardons ce que cela veut dire. Donc là, on va faire tracer l'air balayé par le segment donc, qui relie le Soleil à la planète pendant une durée qui est égale à 1/16e de la période. Et donc, on va se balayer cet air quand la planète se trouve proche du Soleil, ici, et quand la planète se trouve loin du Soleil, ici. Vous voyez, eh bien, on a balayé deux airs. L'air en jaune, on pourrait l'appeler A1, l'air en violet, on pourrait l'appeler A2. Eh bien, la loi de Kepler nous dit que A1 est égal à 2. C'est-à-dire que pendant la même durée, l'air A1 va être égal à l'air A2. Alors, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, cela implique que vous voyez bien que la distance parcourue lors de l'air en jaune balayé est plus grande que pour l'air qui est en violet. Si pendant une même durée, la planète parcourt une distance plus grande, cela signifie qu'elle va plus vite. En fait, cette seconde loi de Kepler nous montre que plus la planète est proche du Soleil, en jaune, plus elle va parcourir une distance qui est grande pendant le même intervalle de temps, et donc plus sa vitesse va être élevée. Donc cela nous montre bien que lors d'un mouvement elliptique, on n'a pas un mouvement qui est uniforme, mais on a un mouvement qui va être varié. Par contre, dans le cas où on a un mouvement qui va être circulaire, eh bien à ce moment-là, en utilisant cette loi des airs, on pourra dire que la vitesse va être toujours la même. À ce moment-là, on va dire que le mouvement de la planète pour les trajectoires circulaires va être uniforme. Donc si on veut schématiser cette loi de Kepler, on va représenter une ellipse. Alors là, je la représente bien aplatie pour qu'on voit bien la différence. Ici, donc on va avoir le Soleil qui est positionné sur un des foyers. Et on va représenter la planète à différents instants. Donc ici, par exemple, à l'instant P1. Et quand on est à l'instant P1, eh bien, le segment qui relie P1 au Soleil est le suivant. Donc ce segment-là. Pendant une durée delta t, le segment va balayer une ère qui est la suivante, et c'est-à-dire que la planète va arriver au point qu'on appelle P2. Cette distance est parcourue pendant la durée delta t. Donc la distance, elle est là, c'est la longueur de l'arc qui se trouve ici. Ici, on va avoir l'air A1. Pendant la même durée delta t, si je regarde donc la position de la planète P3, ici, et que je trace le segment qui relie le Soleil à cette planète, et bien pendant la même durée delta t, à ce moment-là, la planète va avancer jusqu'en position P4, qui va être ici, et donc l'air balayé par le segment va être toute l'air A2 qui se trouve à ce niveau-là. Donc, on peut noter que pour une même durée, on a A1 qui est égal à A2. Et donc également noter la deuxième loi de Kepler, le segment Soleil-planète, SP, balaye des airs égales pendant des durées égales. Cette loi va s'appliquer plus généralement à tous les satellites en orbite autour d'un astre attracteur. Donc, conséquence de cette loi, plus la planète ou le satellite est proche du Soleil ou de l'astre attracteur, et plus sa vitesse sera élevée. On va donc pouvoir montrer que dans l'approximation des trajectoires circulaires, le mouvement de la planète est uniforme. Donc pour réaliser cette démonstration, on commence en premier par s'appuyer sur la loi de Kepler, la deuxième, en écrivant « D'après la deuxième loi de Kepler, le segment SP balaye des airs égales pendant des durées égales. » Ensuite, on va expliquer ce que cela implique dans le cas d'une trajectoire circulaire, c'est-à-dire si la trajectoire est circulaire, alors les longueurs des arcs de cercle parcourus par la planète sont identiques sur des intervalles de temps identiques. Cela nous permet donc de dire que si la même distance a été parcourue pendant la même durée, la vitesse est donc la même.
On peut donc conclure que pour les trajectoires circulaires, le mouvement de la planète ou du satellite sera uniforme. Ce sont donc ces deux lois qui ont été écrites les premières. Elles se basent uniquement sur des observations. Passons maintenant à la troisième loi de Kepler qui s'appelle la loi des périodes. La troisième loi de Kepler indique que le rapport entre le carré de la période de révolution d'une planète autour du Soleil et le cube du demi-grand axe petit a de la trajectoire est constant. Cette loi, là aussi, va s'appliquer plus généralement à tout satellite en orbite autour d'un astre attracteur. Donc, ce qui nous permet d'écrire que t carré sur a au cube est égal à constante. Dans le cas des planètes du système solaire, on démontrera que t carré sur a au cube est égal à 4 pi carré divisé par grand G, la constante de gravitation universelle, multipliée par ms, ms étant la masse du Soleil. Donc bien évidemment, on voit que cette constante ne dépend que de la masse de l'astre attracteur, et donc pour toutes les planètes du système solaire, on va avoir le même astre attracteur et donc la même constante. En faisant l'approximation d'une trajectoire circulaire, on aura alors le demi-grand axe qui est égal au rayon de la trajectoire et on pourra écrire que t carré sur r au cube est égal à constante. Avec petit r qui sera égal au rayon de la trajectoire. Donc voyons maintenant comment faire pour déterminer les caractéristiques telles que la vitesse, l'accélération ou la période d'un mouvement orbital. Donc nous allons faire cette démonstration dans le cadre d'une planète qui tourne autour du Soleil, qui est son astre attracteur. Donc bien évidemment, c'est une démonstration qu'on pourra appliquer à tout satellite qui est en orbite autour d'un astre attracteur quelconque. Donc déjà, on va se placer dans une première hypothèse. On a une approximation de trajectoire circulaire. On verra qu'on le démontrera tout à l'heure. Le référentiel, eh bien, on va choisir un référentiel héliocentrique qui est considéré comme galiléen. Et comme on a un mouvement qui est un mouvement circulaire, eh bien, on va utiliser le repère de Fresnel qu'on a déjà rencontré. Donc ce repère de Fresnel, il est constitué de deux vecteurs, un vecteur UN et un vecteur UT. UN est normal à la trajectoire, c'est-à-dire perpendiculaire. Il va donc être toujours dirigé vers le centre de la trajectoire, suivant le rayon de la trajectoire, et UT qui lui est tangent à la trajectoire. Donc la première étape de cette démonstration, qui est à connaître, est de réaliser le bilan des forces extérieures et de faire un schéma. Donc là, le schéma a déjà été réalisé, c'est un schéma similaire à celui-là qu'il faudra faire à chaque fois. Donc on dessine la force qui s'exerce, il n'y en a qu'une, donc le système c'est la planète, donc on regarde la force exercée par le Soleil sur la planète qui est la force grand F qui est dessinée ici. Donc ici on écrira dans le bilan des forces qu'il n'y a qu'une seule force qui est la force d'attraction gravitationnelle grand F et on réécrit son expression. Donc attention, l'expression est vectorielle, donc on utilise un vecteur unitaire qui est le vecteur unitaire du repère de Fresnel, c'est-à-dire UN. Donc là vous voyez que F et UN sont dans le même sens. Donc contrairement à la formule qu'on avait écrite tout à l'heure, il n'y a pas de signe moins puisque les deux sont dans le même sens. Donc plus, alors le plus il est facultatif, je le mets pour bien qu'on comprenne qu'il est dans le même sens. UN, donc ça va être notre sens et notre direction. Et ensuite, on écrit la norme de f, c'est-à-dire ce qui va donner sa valeur, c'est-à-dire grand G, multiplié par petit m, la masse de la planète, multiplié par grand M, la masse du Soleil, divisé par r au carré, qui est le rayon de la trajectoire qui se note grand R comme sur le schéma. Donc attention à toujours respecter les notations du schéma. Donc là j'avais un objet de masse petit m et le Soleil de masse grand M. Donc dans ma formule j'ai mis petit m et grand M. J'avais un rayon grand R, donc j'écris grand R. Je ne change pas les notations en cours de route. Donc ensuite, eh bien, on va appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer l'accélération de la planète.
Donc, comme d'habitude, on cite la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire somme des forces extérieures est égale au produit de la masse fois l'accélération. Donc là, attention, notre système, c'est P, qui a une masse petit m. Donc la masse qui est ici, c'est la même que celle du système. Donc attention aux notations, si on a une masse différente, et bien dans ce cas-là, on ne les appellera pas pareil. Donc là, je l'ai appelé petit m et je mets le petit m puisque c'est la masse de ma planète, de mon système. Donc cette somme des forces est égale à ma, donc ce qu'on peut écrire en remplaçant donc somme des forces par l'expression de la force gravitationnelle, on va écrire que F est égal à ma, donc on applique la seconde loi de Newton à notre système. D'après l'expression F, ça va donner donc grand G, petit m multiplié par grand M divisé par R au carré multiplié par UN, ça va être égal à M multiplié par A. Là, nous voyons apparaître une simplification puisqu'on a M des deux côtés qui est non nul. On peut donc diviser les deux termes par M et on trouve l'expression de l'accélération où on va avoir l'accélération A qui va être égale à grand G, la constante de gravitation universelle, multipliée par grand M, la masse du Soleil, divisé par R au carré, multiplié par UN. Cela signifie que l'accélération sera toujours dirigée dans le même sens et la même direction que la force gravitationnelle. Elle est dirigée suivant UN. On dit que l'accélération est centripète, c'est-à-dire normale à la trajectoire. Je vous rappelle que normale, ça veut dire perpendiculaire. Pour trouver l'expression de la vitesse, on va utiliser la définition de l'accélération dans la base de Freinet. Donc nous savons que dans la base de Freinet, on peut écrire que A est égal à AT suivant UT et plus AN suivant UN. On vient de voir que l'expression précédente nous a montré que A était uniquement du vent UN. Donc ce que l'on peut écrire sous la forme grand G multiplié par grand M sur R carré UN va être égal à l'accélération, c'est-à-dire à AT suivant UT, plus AN suivant UN. On en déduit donc deux choses. Déjà, par identification, on voit que AT est égal à 0. Mais AT, qu'est-ce que c'est? AT, c'est dV sur dt, qui est égal à 0. Donc ça implique que V est égal à une constante. Nous venons de montrer que le mouvement est bien circulaire uniforme. Uniforme, ça veut dire vitesse constante. C'est ce que nous venons de trouver. De même, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir par identification? Eh bien, AT est égal à 0, puisqu'il n'y avait rien suivant UT de ce côté. Là, devant UN, j'ai AN. Donc ça veut dire que AN va être égal à tout ce terme-là. C'est ce que l'on peut noter. Donc on va avoir AN qui va être égal à grand GM sur R carré. Donc là, on peut en déduire V, puisque on sait que AN, c'est V carré sur R. Et donc ça va être égal à grand G fois grand M divisé par grand R. Donc grand R au carré. Donc on voit une simplification. On peut simplifier le carré et le grand R à ce niveau-là. On a donc la vitesse au carré qui est égale au produit de la constante de gravitation universelle fois la masse du Soleil divisé par le rayon de la trajectoire. On peut donc donner l'expression de la vitesse à partir de cela, c'est-à-dire que la vitesse V va être égale à la racine carrée de G grand M divisé par R. On peut en déduire également l'expression de la période de révolution T, c'est-à-dire la durée d'un tour complet sur l'orbite circulaire.
Donc de manière générale, un temps, on peut le calculer en disant que c'est une distance divisée par une vitesse. Donc ici, notre temps, la durée d'un tour, ça va être la période grand T. La distance, c'est la distance parcourue par le satellite ou la planète lorsqu'il fait un tour complet, donc un cercle complet. La distance va donc correspondre au périmètre du cercle, c'est-à-dire 2π multiplié par le rayon de la trajectoire, le tout divisé par la vitesse. En remplaçant v par son expression précédente, cela nous donne t est égal à 2π grand R divisé par racine carrée de g grand M sur R. Donc on peut simplifier cette expression en mettant tout sous la racine, ce qui va donner 4π carré divisé par g grand M sur R. Le tout sous la racine. Quand on divise par une fraction, c'est comme si on multipliait par son inverse, ce qui va donner 4π carré, j'avais oublié le carré, multiplié par r au carré multiplié par grand R, divisé par gm, le tout sous la racine, ce qu'on peut simplifier en 4π carré r au cube sur gm, ce qui peut s'écrire également 2π racine de r au cube sur gm. Nous avons donc exprimé la période grand T en fonction du rayon de la trajectoire grand R, de la constante de gravitation universelle et de la masse du Soleil. Nous allons donc maintenant montrer que cette expression de la période est compatible avec la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler indiquait que le rapport de la période au carré sur le rayon de la trajectoire au cube était une constante. Donc commençons à partir de la relation précédente par exprimer t au carré. Donc t au carré, bien tout simplement la racine va partir, va donner 4π carré multiplié par r au cube divisé par gm. Donc si on veut faire apparaître la troisième loi de Kepler, on divise de part et d'autre par r au cube, ce qui va nous donner t carré sur r au cube, qui est égal à 4π carré divisé par gm. Et on retrouve l'expression donc de la constante que nous avions écrite tout à l'heure dans la deuxième loi de Kepler. Donc on retrouve bien le fait que la période de révolution d'un satellite ne dépend que de la masse de l'astre attracteur et du rayon de la trajectoire. Cela peut se vérifier graphiquement si on trace t au carré sur a au cube, donc on a pris a et pas r pour se mettre dans le cas également des ellipses, donc t carré sur a au cube, on voit qu'on a une droite passant par l'origine. Donc ça montre bien que t carré sur r au cube est égal à une constante. La constante ici sera égale au coefficient directeur de cette droite. En fait, cette expression t carré sur r au cube est égal à constante veut tout simplement dire que t au carré est proportionnel à a au cube et la constante de proportionnalité, le coefficient directeur, va être égal à 4π carré divisé par gm. Donc on peut utiliser le fait que ce soit constant et qu'il y ait proportionnalité pour déterminer la période de révolution de Jupiter autour du Soleil. Donc si on regarde Jupiter, Jupiter il est là, nous on connaît très bien les caractéristiques de la Terre puisque nous sommes dessus. Donc ça veut dire que pour la Terre, on est capable de connaître sa période et on connaît également à quelle distance du Soleil elle se trouve. Jupiter, on sait à quelle distance du Soleil il se trouve. Par contre, on ne connaît pas sa période, c'est ce qu'on cherche. Cela va donc nous permettre d'écrire, puisque t carré sur a au cube est égal à constante, eh bien on peut écrire que t carré pour Jupiter divisé par a au cube pour Jupiter va être égal à t carré pour la Terre divisé par a de la Terre au cube. Donc si ce qui nous intéresse, c'est la période de Jupiter qui se trouve à ce niveau-là, donc on va pouvoir l'isoler
Ce qui va nous donner que t carré de Jupiter va être égal à la période de révolution de la Terre multipliée par a au cube de Jupiter divisé par a au cube de la Terre. Pour trouver la période de révolution de Jupiter, il suffit donc d'appliquer la racine carrée de part et d'autre. Ça va nous donner racine carrée de t de la Terre au carré multiplié par a au cube de Jupiter divisé par a au cube de la Terre. Donc en remplaçant t de la Terre vaut 1 an au carré multiplié par petit a de Jupiter, c'est-à-dire 779 millions de kilomètres. 779 au cube divisé par A de la Terre, 150 millions de kilomètres au cube. Donc vous voyez que dans cette expression, en fait, j'ai pas besoin de faire des conversions en mètres ou les périodes en secondes. Il faut juste que les unités soient cohérentes entre elles. Ça veut dire que là, dans mon expression, j'avais grand A pour Jupiter qui était en millions de kilomètres, et bien A de T, je vais le mettre également en millions de kilomètres. Le T de la Terre étant donné en années, je vais trouver le T de Jupiter en années également. Donc les unités, elles vont ensemble 2 par 2. On n'a pas besoin de faire de conversion. En faisant le calcul, on va trouver 11,83 et ce sont des années. On s'intéresse maintenant à un satellite géostationnaire. Donc c'est un satellite bien particulier, il existe beaucoup de satellites autour de la Terre. Nous allons étudier le cas du satellite géostationnaire qui est un satellite qui est en orbite autour de la Terre et cette orbite elle est dite géostationnaire également. Donc en fait qu'est-ce que ça veut dire géostationnaire? Eh bien ça veut dire qu'il va sembler immobile vu de la surface de la Terre. Ce qui signifie concrètement qu'il est toujours à la verticale du même point de la Terre. On peut donc considérer que dans le référentiel terrestre, il va être immobile également. Par contre, nous ne travaillons pas dans le référentiel terrestre. Donc dans le référentiel géocentrique, il va par contre avoir une vitesse. Donc pour être géostationnaire, eh bien tout simplement, le satellite doit avoir une trajectoire qui va être circulaire et qui va suivre la rotation de la Terre. Donc elle est toujours une trajectoire qui est toujours circulaire dans le sens de rotation de la Terre. Et également, cette trajectoire doit toujours être dans le plan de l'équateur. Si son mouvement suit le mouvement de la surface de la Terre, eh bien alors ça implique une condition sur sa période de révolution qui va être égale à la période de rotation de la Terre, c'est-à-dire 24 heures. Donc là, attention à ce qu'on appelle l'altitude. Quand on mesure l'altitude, on mesure à partir de la surface de la Terre. Donc l'altitude, c'est le petit h du satellite géostationnaire noté ici sur le schéma. Par contre, le rayon de la trajectoire, ça va être le petit r qui se trouve là. Donc le rayon de la trajectoire, c'est ce que nous avons vu dans les expressions précédentes. Donc vous voyez que le rayon de la trajectoire, ça va être égal au rayon de la Terre, plus petit h, l'altitude. Donc c'est cette altitude que nous allons calculer maintenant. Donc repartons de la troisième loi de Kepler qui nous disait que t carré sur r au cube va être égal à une constante, c'est-à-dire 4 pi carré sur gm. Donc là, l'astre attracteur, c'est la Terre. Donc la constante, ça va être égal à 4 pi carré divisé par gmt, puisqu'on regarde par rapport à la Terre. Donc ce qu'on va chercher à trouver, c'est le rayon de la trajectoire qui se note grand R. Donc, en utilisant la relation précédente, on peut écrire que grand R, donc on va le laisser au cube pour le moment, ça va être égal, on fait tout simplement un produit en croix, on cherche R au cube, donc T carré fois GMT divisé par 4 pi carré.
Si on veut donner l'expression de R, eh bien, il faut prendre la racine cubique de l'ensemble de l'expression. Racine cubique, c'est la même chose que être à la puissance 1 tiers. Donc, ce qu'on va noter sous la forme R est égal à racine cubique de G mt t au carré divisé par 4 pi carré. On peut le noter également G mt multiplié par t au carré divisé par 4 pi carré, le tout à la puissance 1 tiers. C'est exactement la même chose, mais c'est un peu plus facile au niveau de la calculatrice. Donc là maintenant, on regarde attentivement le schéma et on s'aperçoit que R, le rayon de la trajectoire, eh bien c'est égal au rayon de la Terre plus petit h, l'altitude. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est petit h. Donc on en déduit que petit h, c'est R moins RT. Donc en reprenant l'expression précédente, petit h, ça va être égal à GMT multiplié par T au carré divisé par 4 pi carré, le tout à la puissance 1 tiers, moins RT, le rayon de la Terre. Il ne vous reste plus qu'à faire l'application numérique suivante, attention en respectant les unités légales, et vous devriez trouver petit h qui est égal à 3,6 fois 10 puissance 7 mètres, ce que l'on peut convertir en kilomètres en disant 36 000 kilomètres. Donc vous voyez que cette altitude est fixe pour tous les satellites géostationnaires, on va avoir la même altitude, tout simplement parce que l'altitude ne dépend que de la masse de la Terre, de la période, qui est égale à la période de rotation de la Terre 24 heures, et du rayon de la Terre, c'est-à-dire que des constantes.